Bien entendu, je ne vais pas conclure, je vais essayer au contraire d'ouvrir pour d'autres initiatives, à propos de l'affaire Allègre ou pas, puisque nous avons encore beaucoup de choses à défricher. Alors j'ai pris quelques notes, je vais essayer de rebondir rapidement, je ne vais pas vous infliger une intervention trop longue par rapport à ce qui a été dit. Et en particulier quelque chose qu'a dit Benjamin dessus concernant une analyse qu'il proposait sur la confusion qu'il y avait dans notre société entre ce qui est de l'ordre du fait et ce qui est de l'ordre de l'opinion. Et il s'est adressé aux économistes de la salle, donc je me suis senti interpellé, en proposant l'idée que justement la prégnance de la pensée économique, la prégnance d'une certaine, entre guillemets, science économique, pourrait expliquer peut-être, enfin en tout cas être un élément d'explication. Et je suis absolument d'accord. J'ajouterai à ce qu'il a dit, il a évoqué le fait que la science économique dominante officielle postule qu'il y aurait des lois de l'économie qui seraient d'ailleurs, comment dire, les méthodes de cette science économique se veulent reproduire les méthodes utilisées dans les sciences dures, et l'économie ainsi atteindrait une scientificité parce qu'elle pourrait utiliser les méthodes des sciences dites, je dis bien, dures. Bon, bien sûr, ces lois, on le sait bien, ces fameuses lois que mettent en évidence certains économistes, ces lois, on voit bien la relativité de ces lois, c'est ce qu'a dit Benjamin, et du coup, il semblerait que toutes les lois soient aussi relatives que les lois qu'ont mis en évidence les économistes. C'est un premier point. Mais il y a un deuxième point extrêmement important, qui est constitutif de la science économique dominante. C'est la confusion entre la valeur et le prix. Et comme les prix fluctuent en fonction de la rareté, en fonction de l'utilité, en fonction d'éléments subjectifs, le besoin de tel produit, l'utilité du produit, etc., ces prix fluctuent, et donc la valeur et les valeurs n'ont plus de fondement. Et là, on a vraiment le fondement de la relativité de toutes les valeurs, et de la confusion entre ce qui est de l'ordre du fait et ce qui est de l'ordre de l'opinion. C'est une science qui aujourd'hui imprègne tout un imaginaire, toute une conception de la vie en société, et qui se revendique comme étant purement positive et non pas normative. Or, elle est fondamentalement normative, et donc on a une confusion totale entre le normatif et le positif. Et donc je crois que la prégnance de l'économie, de l'économisme, est effectivement un facteur qui peut nous permettre de comprendre pourquoi dans notre société, effectivement, et c'est très dangereux, on confond les faits et l'opinion. Pour conclure, je voudrais quand même revenir à l'innommé de l'après-midi, qui a quand même été nommé, donc l'affaire Allègre, Monsieur Allègre. Et je voudrais revenir sur le changement climatique, justement, et sur ce que nous a apporté aujourd'hui la science climatique, qui me paraît être vraiment un événement. Je pense que les scientifiques du GIEC, avec toutes les limites qui ont été données sur ce qu'est le GIEC aujourd'hui, en tout cas les scientifiques qui alimentent les rapports du GIEC, nous donnent aujourd'hui suffisamment d'éléments pour que nous puissions fonder rationnellement en raison l'idée que les changements climatiques sont dus aux activités humaines, donc ont un fondement anthropique, sont dus aux activités humaines. Et c'est là que je pense que je voudrais replacer Allègre dans quelque chose de plus large, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi Allègre a un certain écho, nous ne pouvons pas le nier. Et je pense aussi que sa réaction vient d'une certaine terreur que partagent aussi d'autres personnes. Que signifie le fait que le changement climatique est de nature anthropique et dû aux activités humaines, économiques, sociales, etc. Mais c'est un événement, pourquoi? Parce que jusqu'ici, nous avions l'habitude de penser l'histoire naturelle, l'histoire de la planète, comme étant une histoire au très long cours, et une histoire dans laquelle l'histoire sociale, qui elle est une histoire sur des temps beaucoup plus courts, eh bien c'était deux histoires complètement parallèles. L'histoire humaine et les histoires sociales paraissaient intemporelles au regard de l'histoire au long cours de la planète, au grand cycle de réchauffement, de glaciation, etc., etc.
Or, aujourd'hui, nous découvrons que non seulement nous subissons le climat, mais nous faisons le climat. Et ça, c'est un véritable événement qui nous oblige à repenser ce que disait Gusmacia, qui modifie le rapport que nous pouvons avoir au monde et le rapport aussi que nous avons bien sûr à la nature. Aujourd'hui, je pense que c'est ça qui trouble beaucoup, sans doute, M. Allègre et ceux qui le supportent. C'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus penser à la manière de la pensée humaniste, la séparation entre les sciences humaines et les sciences sociales et les sciences naturelles. Et peut-être pour un avenir de nos rencontres, il devrait y avoir davantage dans le débat également des représentants des sciences sociales et des sciences humaines. Autant nous devons repenser le rapport entre nature et société, nature et système économique, mais aussi revoir le dialogue entre les sciences sociales et les sciences naturelles. Un autre élément, je crois, de bouleversement profond qu'apporte cette connaissance-là, c'est que le changement climatique, comme d'ailleurs la destruction de la biodiversité, sont des conséquences non voulues des actions humaines. Personne n'a voulu modifier le climat, personne n'a voulu non plus détruire la biodiversité. Et pourtant, les faits sont là. Nous devons admettre que nous avons perdu la maîtrise sur ce que nous avons fabriqué, puisque nous n'avons pas voulu les conséquences de nos actions. Et ça aussi, je pense que ça heurte toute une pensée. Nous n'avons pas la maîtrise de la technonature que nous avons produite. Et ça, je pense que dans l'effet Allègre, ça joue énormément. Parce qu'il y a le personnage, il y a l'impact du personnage, qui n'est pas négligeable. Même si on peut penser qu'il y a eu un battage médiatique extraordinaire, etc., etc., malgré tout, on retrouve des choses d'Allègre, y compris dans ce qu'on peut appeler certains courants de la pensée dite, entre guillemets, progressiste. Donc, parce qu'il y a cette coupure entre nature et société, entre sciences sociales, sciences humaines et sciences naturelles, cette peur devant le constat que nous avons perdu la maîtrise de ce que nous avons véritablement créé, eh bien je pense que c'est un des éléments de terreur, ou comment dire, qui fait qu'une pensée comme celle d'Allègre maintient toutes ces séparations bien entendu, et ainsi est un élément qui rassure, alors qu'au contraire nous avons à nous inquiéter de toutes ces dérives-là. Je conclus maintenant sur le rapport entre science et démocratie. L'expérience vécue dans le changement climatique aujourd'hui, si pour beaucoup d'experts justement, le changement climatique reste largement une abstraction, pour beaucoup de peuples aujourd'hui, ce n'est plus du tout une abstraction, parce que c'est leur monde vécu qui est immédiatement touché et qui est atteint. Et ils doivent se battre justement pour s'adapter à une nouvelle situation et pour maintenir leur monde vécu. Donc, je pense que l'articulation aussi entre un processus démocratique et toutes les connaissances dont nous avons absolument besoin aujourd'hui. Et donc, cette idée que le monde vécu, l'expérience vécue par les sociétés, par des groupes, est aussi porteur de connaissances. Et donc, est aussi porteur de connaissances, me paraît extrêmement important. Il me paraît aussi, on n'a pas le temps ici, mais j'aimerais bien qu'on poursuive notre expérience de cet après-midi. Ça nous permet aussi de réinterroger la manière dont la science occidentale, je dirais, s'est construite. Parce qu'elle s'est construite aussi par la négation, précisément, de tout ce qui était de l'ordre du vécu, tout ce qui était de l'ordre de l'éprouvé. Et aujourd'hui, peut-être, la crise de ce qu'on appelle crise de civilisation, c'est aussi une crise qui puise profondément dans cette conception, dans cette approche de la science qui a été assimilée au progrès. Bon, je m'arrête là et j'appelle peut-être tous les politistes en particulier, puis d'autres sciences citoyennes, peut-être à ce que nous puissions poursuivre ce type de débat qui me paraît extrêmement important. Merci, cher Coa Coupé.